Bonjour Ségolène Royal, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez donc Qui va garder les enfants, un constat des écueils que peuvent rencontrer les enfants dans cette société fracturée et une ébauche de solutions pour les aider à devenir des citoyens. Mais d'abord, dans ce livre, vous revenez longuement sur votre défaite à la présidentielle de 2007. Vous semblez être toujours convaincu que en fait, vous avez perdu parce que vous êtes une femme, que c'est à cause d'attaques sexistes que vous avez perdu. Vous en êtes toujours convaincu 18 ans plus tard ? Oui, je pense. Je pense que c'était difficile pour une femme de se faire entendre. C'était la première fois d'ailleurs qu'une femme arrivait au second tour de la présidentielle. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, dans la politique, qu'est-ce qui se passe ? Au fond, la question que nous nous posons tous, c'est quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Quel monde allons-nous leur laisser ? On a aujourd'hui une génération qui est extrêmement anxieuse. Vous savez, 1 enfant sur 10 a des pensées suicidaires. Ce nombre d'enfants et d'adolescents qui ont des pensées suicidaires a doublé en l'espace d'une dizaine d'années. Et puis, en même temps, un effondrement de la natalité. Donc, tous ces signes montrent aujourd'hui que la nouvelle génération, qui est finalement l'essentiel de ce qui devrait préoccuper la politique, que la nouvelle génération a perdu confiance en l'avenir, qu'elle est déstabilisée, qu'elle titube. Et notre responsabilité, c'est de lui donner à nouveau confiance en l'avenir pour qu'à son tour, elle puisse transformer le monde dans lequel elle naît. Et s'il y avait une façon de résumer la politique, qui est celle que je défendais en 2007, mais ça paraissait secondaire, au fond, puisque ce dénigrement, mais qui va garder les enfants, qui m'a été lancé à la figure lorsque j'étais candidate à la présidentielle, c'est se dire, mais finalement, une femme avec sa tendresse, avec son amour maternel, tout ça n'a aucun sens. Mais si, justement, et ce livre retourne ce stigmate en disant, mais finalement, aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin, si ce n'est de tendresse, d'amour du peuple, de sécurisation de ce peuple, de le protéger contre l'anxiété. Et donc, qui va garder les jeunes contre l'anxiété ? Qui va garder leur planète ? Qui va garder leur avenir ? Est-ce que c'est forcément une femme ? Parce que vous écrivez « Les qualités que l'on prête à l'amour maternel, vigilance, patience constante, sont celles que les citoyens inquiets attendent de leurs dirigeants ». Est-ce que vous voulez dire que seule une mère, donc une femme, est capable de bien diriger ? Oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas une femme ou homme, c'est le système même. C'est le système politique qui dénigre les vertus traditionnellement accordées à l'amour maternel, parce que c'est un amour faible, parce qu'il n'est pas dans le virilisme toxique que je décris. C'est le contraire du virilisme toxique dont on souffre énormément aujourd'hui, dans cette surenchère, dans cette brutalité de la politique, dans cette course à l'armement, dans cette incapacité d'apaiser. Et donc cette question de l'amour inconditionnel qui est l'amour maternel, c'est une valeur fondamentale. Mais il peut y avoir des hommes qui ont de l'amour maternel, si vous voulez. C'est le système en lui-même. Et ces valeurs ont été tellement dénigrées. Et aujourd'hui, on voit qu'elles manquent tellement par rapport à cette comparaison que je fais entre la réussite de l'éducation d'un enfant qu'il faut encourager, qu'il ne faut pas isoler, qu'il ne faut pas dénigrer, qu'il ne faut pas fragiliser. Mais un homme est capable de tout ça, on est d'accord. Oui, mais l'important, c'est... une femme plus. Oui, mais c'est que c'était considéré comme secondaire. Oui, mais maintenant... Maintenant, je pense que les jeunes pères sont plus dans cette logique-là. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le système politique, que le système institutionnel dénigre ces valeurs, alors que ces valeurs, aujourd'hui, on pourrait faire accomplir des progrès considérables et surtout protéger les peuples et les jeunes de cette angoisse qu'ils subissent. Regardez ce qu'on a subi entre la gestion des Gilets jaunes. Vous ne croyez pas qu'une mère de famille aurait embêté comme ça ses enfants pendant 9 mois, à les harceler, à les réprimer? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Une mère de famille n'aurait pas essayé de contrer les manifestations ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si j'avais de responsabilité, mais en 24 heures, la taxe carbone était retirée. C'est insupportable de voir un peuple souffrir. C'est inadmissible. Comment est-ce que des dirigeants peuvent voir un peuple souffrir du fait de mauvaises décisions politiques et laisser traîner cette souffrance ? C'est inadmissible. Je vais vous dire même une chose. Un politique doit aussi avoir des convictions. Parce que retirer une mesure dès qu'elle ne plaît pas, c'est du populisme. Non, c'est pas qu'elle ne plaît pas, c'est qu'elle fait souffrir. La politique, c'est pas faire souffrir. La politique, c'est émanciper un peuple. C'est donner du bonheur à un peuple, lui donner envie d'avancer, envie de travailler, envie de se donner. C'est donner aux jeunes générations l'envie de travailler, de s'investir, la sécurité pour s'épanouir. C'est ça la politique aujourd'hui. Et peut-on retirer tous les impôts au motif qu'ils ne plaisent pas ?
Non, mais ils ne font pas souffrir les impôts. Ils font du bien aussi, parce que la dépense publique, elle permet aussi de faire du bien. Ça n'a pas de sens, ce que vous dites. Mais là, par exemple, les 49.3, la réforme des retraites, dès lors que les peuples se jettent dans la rue pour crier leur souffrance... Il faut les écouter. Il faut non seulement les écouter, mais anticiper les problèmes. Une bonne politique, un pays bien gouverné, bien présidé. D'ailleurs, présider, c'est aimer. Et ça nous manque cruellement aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'un pays bien présidé, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de révolte sociale, il n'y a pas de colère sociale qui fait souffrir. Vous croyez que ça ne fait pas souffrir les agriculteurs d'être obligés de descendre dans la rue, par exemple ? Et donc, si on ne veut pas faire souffrir un peuple pour que son énergie soit donnée au meilleur de ce qu'il peut apporter au pays, à ce moment-là, on règle les problèmes avant. Et un pays bien présidé et bien gouverné, c'est un pays où il n'y a pas de colère sociale parce qu'on aura écouté, régler les problèmes avant et travailler en collectif à des solutions. C'est ça la bonne gouvernance qui nous manque cruellement aujourd'hui. Les discussions budgétaires continuent. Est-ce que le PS a raison de discuter avec le gouvernement plutôt que de censurer ? Est-ce que vous pensez que le PS milite contre la baisse des dépenses sociales ? Est-ce qu'aujourd'hui, pour réduire le déficit, il faut accepter une certaine baisse des dépenses ? Pour réduire le déficit, il faut lutter contre les gaspillages. Et c'est ça qui manque aujourd'hui cruellement. Il n'y a pas le courage de lutter contre les gaspillages. Vous voyez, il y a 1600 organismes dans tous les sens qui font souvent le doublon de ce que font les ministères. Il faut baisser les gaspillages. Il ne faut pas baisser les dépenses essentielles. Il ne faut pas baisser l'éducation, il ne faut pas baisser la santé, il ne faut pas baisser la lutte contre le réchauffement climatique, il ne faut pas baisser la sécurité, mais il faut baisser les gaspillages. 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Non. Je vais vous donner quelques exemples. Les aides économiques aux entreprises, avant de mettre des impôts, parce que les gens, ça déstabilise aussi le fait de se dire que la fiscalité va être alourdie alors qu'on est déjà le pays qui paye le plus d'impôts. En revanche, dire les 160 milliards donnés aux entreprises sans condition, là, on peut faire des économies. Les doublons, les organismes, tous azimuts qui coûtent 160 milliards, là, on peut supprimer et réintégrer au Conseil économique et social. La gestion de la santé. Est-ce que vous savez que la gestion de la santé, les ARS, toutes les structures qui ont été empilées pour gérer la dépense médicale, coûtent 6 milliards d'euros. Vous croyez ? Alors qu'avant, c'était géré par les hôpitaux. Mais il y a quand même des économies de fonctionnement à faire et de prise de responsabilité à faire. J'observe que quand on demande à quelqu'un de gauche comment on réduit le déficit, tous disent il faut augmenter les recettes, vous dites il faut éviter les gaspillages, donc baisser les dépenses. Évidemment, ce livre, et ce que vous venez de dire, résonne comme un programme. Tout le monde le relèvera pour une juste autorité qui va garder la planète. Vous avez plein de propositions. Est-ce que vous avez un désir d'avenir pour vous ? Est-ce que vous voulez revenir dans la vie politique ? Ça dépendra du contexte, mais c'est évident, si vous voulez, que je veux qu'à la prochaine présidentielle, ces idées-là soient portées. Parce que c'est l'essentiel de la politique. Pourquoi pas ? La dette générationnelle, c'est inadmissible. Donc il faut de l'ordre générationnel juste. La dette climatique, la dette morale. Vous pourriez participer à une primaire de la gauche ? Oui, je pourrais participer à une primaire de la gauche, bien sûr. Bien sûr. Bien. Dernière question. Votre livre est édité chez Fayard, qui est une maison d'édition qui appartient à Vincent Bolloré. Vous avez été chroniqueuse chez Cyril Hanouna. D'une certaine manière, vous faites gagner de l'argent à Vincent Bolloré et vous dépendez en partie de lui pour vos revenus. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème ? Je ne dépends pas en partie de lui. Non, mais voilà, vous êtes édité chez Vincent Bolloré. Il est dangereux, Vincent Bolloré ? Non, ça ne me pose pas de problème. Je vais vous dire pourquoi. C'est que mon précédent livre était édité chez Fayard. Donc c'est la suite. Ce que je peux enfin vous dire. Il était chez Fayard. C'est pas parce que le patron de Fayard change que moi je dois sanctionner les salariés de Fayard. Et d'ailleurs, c'est la même équipe qui suit mon livre. Et au nom de quoi je vais, moi, sanctionner les salariés ? Il y a une liberté d'opinion dans ce pays, il y a une liberté d'expression, il y a une liberté d'entreprise dans le cadre des règles. Dès lors que les règles et les lois sont respectées par les uns et par les autres, il n'y a aucune raison de faire de la discrimination. Voilà, au contraire, c'est sur le fond des idées qu'il faut lutter. On pourrait me faire le reproche inverse, d'ailleurs. Ceux qui sont édités chez Fayard pourraient dire « Mais pourquoi vous prenez Ségolène Royal ?» Peut-être l'ont-ils dit, d'ailleurs. Vous n'avez pas à prendre Ségolène Royal, elle ne pense pas comme nous. Eh bien, justement, je ne pense pas comme eux, mais j'affirme la justesse de ma pensée et j'espère qu'elle sera utile aux Français. Ségolène Royal, invitée des 4 vérités, qui n'exclut pas de revenir en politique, voire de participer à une primaire de la gauche. Merci infiniment d'être passé par les 4 vérités. Bonne journée à tous.